Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Social Builder avec Aïda El Malti sur le sujet de la gestion de projet et les fondamentaux de la gestion de projet. Donc, Social Builder est une association qui promeut la mixité dans le numérique et nous avons régulièrement des webinaires et des ateliers, notamment ce format Upskilling de 2 heures de façon à pouvoir former et monter en compétences sur des questions du digital. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aïda qui va animer cet atelier pour nous. Merci Giovanna. Bonjour à toutes. Alors donc moi c'est Aïda. Là ça va faire 4 ans que je travaille dans le domaine de la tech et aujourd'hui je suis product manager sur des sujets liés à la data et à l'intelligence artificielle. Pendant les 3 années et demie précédentes, je faisais ça mais plutôt en consultante. Voilà, et donc en faisant ça, j'ai pu travailler sur pas mal de projets assez différents, tous avec un penchant digital ou en tout cas un aspect digital ou tech très fort. Donc en gros, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est concrètement que la gestion de projet, comment, en fait, quels sont les outils, quelles sont les méthodes qui vont nous servir pour mener à bien un projet, et puis quelles sont les erreurs à éviter, comment est-ce qu'on fait ça de façon structurée pour pas justement en fait se griller l'esprit, en gros. Je vais juste partager mon écran, comme ça ce sera plus clair. C'est bon pour vous? Oui. Merci. Alors, donc en gros, comment est-ce que ça va se passer ce webinaire? Donc on est ensemble pour à peu près 2 heures. Et on va commencer par juste replacer un petit peu la gestion de projet dans le contexte. Pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'on s'en sert? Dans quel contexte? Voilà. Ensuite, on va voir les piliers vraiment de la gestion de projet. Et donc quand je parle de piliers, c'est les choses qui vont nous servir dans quasiment tous les projets qu'on va faire. Là, j'utilise le mot projet au sens large, mais on va voir des exemples concrets pour comprendre exactement de quoi on parle en fait quand on parle de projet. Et quels sont les outils qui vont nous être utiles pour ça. Ensuite, on va voir comment est-ce que les projets digitaux ou avec un penchant digital ou tech très fort vont avoir aussi des spécificités. Et il y aura des outils qui vont être particulièrement appropriés, ou des méthodes d'ailleurs, qui vont être particulièrement appropriées pour ces projets-là. Ensuite, le dernier chapitre, ça va être des outils, et là c'est vraiment au sens presque logiciel ou tips, qui peuvent nous être utiles au-delà des gros piliers de la gestion de projet. C'est des choses qui sont hyper utiles au quotidien. Et enfin, là, dans les dernières 10 minutes du webinaire, ce sera l'occasion de répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat précédemment. Donc du coup, si vous avez des questions tout le long du webinaire, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et comme ça, on prendra le temps à la fin pour y répondre. Si vous voulez, les exemples de formation, on en a encore 2. Donc, on a une de Open Classroom, donc, pour être chef de projet digital, qui a une durée de 12 mois à temps plein. Alors, excusez-moi, je vais mute la personne qui a laissé son micro ouvert. Désolée, Aïda, pour ce petit problème technique. J'identifie et je mute la personne. Voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi pour la bonne pratique à fermer vos micros. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Merci, Johanna. Eh bien, sans plus attendre, voyons voir donc, pourquoi est-ce que c'est important, de quoi on parle concrètement. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des méthodes concrètes et structurées pour la gestion de projet? C'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent mal se passer dans un projet, en gros. La plus grosse cause des problèmes sur des projets étant la mauvaise communication. Mais il y a également des questions en fait, de clarté, de besoins pas forcément bien définis au début, et puis finalement, par effet boule de neige, ça part dans des dépassements de coûts, on se retrouve dans des situations où soit c'est nous qui prenons toute la charge de remettre le projet en route en dormant moins, par exemple. Et donc voilà, les causes des échecs ou des problèmes sur des projets, elles sont très nombreuses.
Et l'idée de la gestion de projet, c'est de pouvoir structurer notre réponse à ces causes-là, pour ne pas avoir à gérer ça au fil de l'eau, et à un peu éteindre les feux en cours de route. Et donc concrètement, la gestion de projet, ça permet d'anticiper, les 3 facteurs de réussite que vous voyez là à l'écran. D'un côté, ça va nous permettre, de respecter nos contraintes de temps, parce qu'un projet, c'est toujours défini dans le temps. Il y a toujours une deadline, on a toujours une date à laquelle normalement c'est terminé. Et l'idée, ça va être que dès le début du projet, on va définir des points d'étape, on va définir des milestones, où ça va nous permettre de faire le point sur le projet, sur les choses qu'on est censé, délivrer, donc les livrables de ce projet-là. Et en fait, dès le début, on va essayer d'anticiper ça pour créer un planning qui est cohérent avec, ce qu'on essaie de délivrer à la fin. Et l'idée, c'est de ne pas se retrouver les 2 dernières semaines, à charbonner, dans la nuit, pour livrer dans les temps. Le deuxième point, c'est celui du budget. Aujourd'hui, si vous faites un projet avec une équipe ou avec, des freelances ou avec, des personnes, chez votre client ou votre cliente, en gros, ça va solliciter un certain nombre de ressources. Il y a votre temps, le temps des autres. Il va aussi y avoir des budgets, par rapport, je ne sais pas, mais de la consommation, de puissance de calcul, sur des ordinateurs, des choses comme ça. Et donc tous ces coûts, il faut aussi pouvoir les maîtriser. La gestion de projet, ça nous permet de garder en fait, un œil sur tous ces éléments de coût. Mais finalement, c'est généralement le temps qui coûte le plus cher. Et enfin, le troisième facteur de réussite, c'est la qualité. Nos projets, en général, on les fait pour des clients ou des clientes. Et l'objectif ici, c'est que nos clients et nos clientes aient une bonne perception de notre travail. En fait, l'idée, c'est de vraiment répondre à leurs besoins à eux. Même si nous, on estime qu'un projet est réussi selon nos critères, c'est peut-être pas le cas pour eux. Et inversement, on peut imaginer que nous, on a fait notre projet et on n'en est pas satisfaite, mais nos clients ou nos clientes peuvent trouver ça super. L'objectif, c'est vraiment de répondre à leurs besoins à eux. Et l'idée, c'est de planifier le suivi de ce projet-là avec eux et avec elles tout le long du projet, pour éviter les mauvaises surprises à la fin, pour éviter de l'insatisfaction client, par exemple. Et donc concrètement, la gestion de projet, ça permet de faciliter le partage de l'information. Comme je le disais tout à l'heure, la cause principale des échecs ou des problèmes, c'est le manque de communication, c'est les problèmes de partage de l'information. Et donc la gestion de projet et les outils de la gestion de projet, ça nous permet d'agir sur les 3 dimensions suivantes. Donc les bonnes personnes au bon endroit, les bons outils et les bons processus. Quand on parle des bonnes personnes ou des bons gens au bon endroit, on va essayer de définir les rôles et les responsabilités de chacun et de chacune. Il faut que ça, ce soit super clair dès le début. On va voir un outil qui est particulièrement utile pour faire ça et identifier les personnes clés qui vont pouvoir faire avancer le projet. Là, je parle à la fois des personnes qui travaillent concrètement dessus, mais aussi des personnes, par exemple, côté client et cliente, qui vont valider des décisions, qui vont valider des maquettes, par exemple, des choses comme ça. Les bons outils ensuite. Donc, on n'est pas là pour réinventer la roue et on a globalement 2 types d'outils. Le premier, c'est des modèles, on appelle aussi ça, on aime bien parler franglais en entreprise, des templates ou des frameworks, mais ça va vraiment être des façons de structurer son travail qui sont standardisées. Et de l'autre côté, on a heureusement la tech et on a pléthore d'extensions, de logiciels, d'outils au sens software vraiment, qui vont pouvoir nous aider aussi à faciliter le partage de l'information. Et enfin, c'est super important d'agir aussi sur la dimension des processus. Parce qu'une des choses qui fait perdre énormément de temps, c'est les mauvaises réunions. C'est celles qui servent à rien, où on a passé 1 heure, où tout le monde s'est pris la tête et au final, on n'a aucune décision qui a été prise. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver le moyen le plus efficace de partager l'information et la bonne information avec les bonnes personnes. Et donc concrètement, je sais que cette intro est un peu plus longue que ce qu'on pourrait penser, mais c'est aussi parce qu'on ne se rend pas forcément compte, à première vue, des bénéfices d'une gestion de projet super carrée. Ou en tout cas, un peu carrée, au moins. Déjà, les bénéfices pour votre manager, si vous en avez, c'est que cette personne-là va voir clairement les résultats de votre travail, parce que ça, en fait, ça donne de la visibilité aussi à ce que vous faites, ce qui lui permettra de vous faire de plus en plus confiance
Et ça permet aussi, si vous avez cette relation-là avec votre manager, de pouvoir en fait prendre ses retours sur votre travail de façon structurée et efficace. Ça vous fait gagner du temps, ça lui fait gagner du temps et ça permet d'avoir, en fait, de solidifier cette relation. Ça permettra aussi, d'améliorer, toute la gestion de votre équipe, si vous en avez. Encore une fois, on peut être en freelance et donc pas forcément avoir cette dimension équipe ou dimension manager. Là, ça permet aussi d'avoir toute la partie briefing de l'équipe où on leur explique un petit peu, comment va se dérouler le projet et cetera, et l'organisation, la répartition des tâches, ça permet de rendre ça beaucoup plus efficace et ça permet aussi, grâce aussi à ce gain en visibilité, de les motiver à faire de leur mieux. Ça permet de vraiment créer un esprit d'équipe quand on a cette structure autour du projet. Et enfin, évidemment, nos clients et nos clientes, qui sont ceux qui nous payent, hein, à la fin, c'est pareil, eux et elles vont voir clairement les résultats de votre travail. Ils et elles vont pouvoir être, impliqués dans le projet et donc vous allez pouvoir, repérer des alertes. Vous allez pouvoir repérer les moments où, le projet peut peut-être partir en vrille, grâce à ça. Et évidemment, ça les motivera d'autant plus à collaborer, à coopérer, parce que parfois, c'est pas forcément le cas. Ils elles, parfois, peuvent déléguer un projet et ne pas forcément contribuer autant qu'on aurait besoin. Et enfin, c'est bien pour vous, parce que le fait d'avoir justement cette structure, ça va vous permettre de gagner en confiance en vous, de ne pas être déstabilisé, quand il y a un problème sur un projet, quand on a un dépassement des délais, quand on a un retard ou quand on a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. En fait, vous allez avoir toute une palette d'outils qui va vous permettre de gérer cette situation, de la meilleure manière possible, parce que c'est des outils qui sont faits pour ça. Donc il n'y aura plus d'improvisation, il y a cette galère, comment est-ce que je fais? C'est la panique. Ça va vraiment vous permettre de gagner en confiance et en sérénité. Et enfin, évidemment, votre travail sera reconnu et la gestion de projet et les outils et méthodes associés, ça permet de gagner énormément de temps. Et donc, vous allez avoir ce truc que parfois on oublie, la vie perso, donc assez sympa. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer par les piliers de la gestion de projet. Donc, un projet, en gros, la timeline, enfin le déroulement dans le temps, c'est 3 phases, rien de surprenant. La préparation du projet, donc ça se passe, en amont, un petit peu avant la date de début, dans la première semaine, quand on est en train d'organiser, le planning, les différentes tâches et cetera. De l'exécution, donc là, c'est vraiment quand on commence à délivrer le projet, à exécuter, les différents chantiers. Et enfin, la conclusion, c'est quand on a terminé le projet ou on est dans la dernière semaine, hem et pour chacune de ces phases du projet, on a un certain nombre d'outils qui vont nous être extrêmement utiles. Donc la phase de préparation, l'objectif de ces outils, ça va être d'éliminer un maximum de risques en amont du projet. Hem, Pourquoi est-ce qu'on parle de risques? C'est aussi parce que les risques, c'est toujours les mêmes, en fait. On a toujours des risques liés au manque de clarté, par exemple, de ce qui est attendu. On n'est pas sûr, du besoin, ou alors on sait à peu près quel est le besoin, mais ça manque de clarté, c'est pas tout à fait précis. Ou alors les risques, c'est toujours aussi lié aux dépendances. Il y a un chantier qui va dépendre d'un autre chantier. Hem Et pareil, encore une fois, le manque de communication, c'est un risque qui pèse sur tous les projets. Donc, peu importe le projet, les risques, c'est toujours les mêmes globalement. Donc, les outils qu'on va voir, c'est ceux qui sont listés ici, donc les OKR, la roadmap, le rétro-planning, etc. Ils vont nous permettre d'aller attaquer chacun de ces risques et de structurer notre réponse face à ces risques. La deuxième étape, donc l'exécution, ici, l'objectif des outils, ça va vraiment être d'assurer la validation continue des décisions. Parce que autant on a pris en compte les risques en amont du projet, autant quand on arrive dans la phase d'exécution, comme tout le monde est focalisé sur son travail, sur son chantier, sur vraiment la livraison des différents éléments, on a tendance à un petit peu se laisser embarquer par l'opérationnel et on ne voit pas forcément quand le projet est en train un petit peu de dérailler, quand il y a des décisions, qui n'ont pas été notées, des personnes qui vont venir, peut-être 2 semaines après que quelque chose a été validé. Ces personnes-là vont venir et dire: «Bah, en fait, moi, j'étais pas d'accord, on m'a pas prévenu» et cetera. Donc ici, dans la phase d'exécution, on essaie vraiment d'ouvrir l'œil pour voir, et repérer, en fait, les moments où, il risque d'y avoir, des problèmes liés à la prise de décision. Et enfin, la phase de conclusion,
Là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier quels sont les éléments qui ont marché, quels sont les éléments qui n'ont pas marché sur ce projet, et de venir entretenir et nourrir la relation client et cliente. Et ça va passer par de la prise de feedback, et on va faire ça de façon structurée aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ce soit improvisé. Donc, je vous propose de rentrer directement dans la phase de préparation, avec les OKR. Je suis désolée, le slide s'est pas mis à jour. Il y a une partie qui est en anglais, je vous la traduirai en live, désolée. Alors, les OKR, ça correspond à Objectives and Key Results, donc objectifs et résultats clés. Et l'objectif des OKR, c'est de définir des résultats concrets à atteindre pour la réussite à la fois opérationnelle et stratégique du projet. Donc concrètement, comment ça marche? On va voir un exemple juste après. En gros, on va définir un objectif pour notre projet. On n'en aura pas juste un seul, on en aura plusieurs. Mais on commence par définir un objectif, et à ce même objectif, on va associer un résultat clé qui va témoigner de l'atteinte de cet objectif. Et en fait, on va faire ça, donc un objectif, plusieurs key results, donc résultats clés. Et on va faire ça à la fois pour vous, de façon personnelle, mais aussi au sein de l'équipe, mais aussi quand on est en entreprise, donc avec différents niveaux hiérarchiques, ça va aussi se faire au niveau au-dessus et au niveau au-dessous. Et selon cette logique de déclinaison, on va définir nos OKR. Donc concrètement, de quoi on parle quand on parle d'objectifs? Les objectifs, donc c'est des buts concrets qu'on veut atteindre. C'est différent de la vision. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais supposons que vous êtes chef d'entreprise et votre vision, c'est devenir la référence en matière de contenu de site web. Ça, c'est une vision. Et les objectifs, ça va être, par exemple, si vous êtes une entreprise de rédaction de contenu, ça va être avoir 17 clients de plus cette année. Donc ça, c'est les buts concrets qu'on veut atteindre. Donc ils doivent être SMART. Ça, c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler, quand on définit ces objectifs, qu'ils doivent être simples. Donc on ne peut pas définir des objectifs trop compliqués, parce que ce ne sera pas efficace et ce sera difficile à garder en tête. Mesurable, donc encore une fois, c'est comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On parle de 17 nouveaux clients, donc c'est très mesurable. Atteignable, donc on a dit 17, on n'a pas dit 200 000. Et réaliste, donc là c'est à peu près la même idée, mais l'idée c'est de ne pas de chercher quelque chose d'ambitieux, mais de rester dans quelque chose de réaliste, et temporellement défini. Donc je veux atteindre mes 17 clients dans l'année 2022. Ça, c'est pour les objectifs. Donc pour la deuxième partie de cette méthode de définition des résultats, on va parler des key results, donc des résultats clés. Ça, c'est nos moyens de mesurer notre progression vers les objectifs. Donc chaque key result va correspondre à une valeur cible. Par exemple, donc si moi j'ai un site de e-commerce, je vends des plantes, et aujourd'hui, il y a seulement 2% des personnes qui visitent mon site qui achètent une plante. Donc j'ai 2% de taux de conversion. Mon key result, il doit être précis et il doit être lié à une valeur cible qui est réaliste. Donc aujourd'hui, j'ai 2%. Et bien, mon key result pour cette année, ça va être atteindre 3% de taux de conversion. Et on définit en général 3 key results par objectif. Donc, les bénéfices clés de cette stratégie, enfin de cet outil que sont les OKR, c'est que ça nous permet de relier la stratégie et les résultats sur une période de temps définie. Donc, on a un objectif un peu plus stratégique, et puis ensuite, on a nos résultats clés qui sont un niveau en dessous, plus opérationnels, et qui nous permettent de relier les deux. Donc, à la fois la stratégie et l'opérationnel. C'est aussi super utile pour l'évaluation de votre travail. Si vous êtes en entreprise ou si vous gérez une équipe, c'est super utile d'avoir ça et de vérifier si nos objectifs sont bien atteints à la fin de l'année. Ça permet aussi de permettre des promotions, de permettre d'identifier les axes d'amélioration de soit les nôtres, soit ceux de notre équipe. Et enfin, quand on les définit à l'échelle de l'équipe, ça permet
d'unir tout le monde autour d'un même objectif, autour de mêmes résultats clés. Et donc, ça permet mathématiquement, presque, d'assurer que tout le monde travaille ensemble vers le même objectif. Il faut toujours faire attention à la quantification. Quand on parle de quantifier, ça peut être forcément 3% ou avoir 3 rendez-vous téléphoniques, etc. Ça peut aussi être oui ou non. Par exemple, ça peut être j'ai recruté suffisamment de personnes pour. Non, ça, c'est pas un très bon exemple. Mais ça peut être voilà, le produit que j'ai développé a été mis sur le marché. J'ai réussi en fait à le lancer. Ça peut déjà être un key result. Donc il n'y a pas de quantification directe, on est plutôt sur un oui/non. Est-ce que je l'ai lancé? Est-ce que je ne l'ai pas lancé? Mais ça reste une quantification. On va voir un exemple. Et là, on va sortir de l'entreprise et on va voir un exemple en s'imaginant une équipe de football américain. Donc, supposons que vous êtes la manager de cette équipe de football. Vous, votre objectif, c'est faire plein d'argent pour les investisseurs et investisseuses dans cette équipe. Pour faire plus d'argent, vous avez 2 key results. C'est 1, vous devez gagner le Super Bowl. C'est ambitieux, mais c'est bien. Et 2, vous devez remplir les stades à 88%. Donc là, vous avez un exemple de 2 manières de quantifier. 1, c'est soit j'ai gagné le Super Bowl, soit j'ai pas gagné le Super Bowl. Et 2, j'ai rempli mes stands à 88%. Là, on a vraiment un chiffre. Et pour le premier, on a un oui/non. Donc moi, je suis la manager de l'équipe. En dessous de moi, j'ai la coach de l'équipe et la chef des relations publiques. Donc ce qu'on va voir, c'est que moi, mes key results, ça devient les objectifs des personnes qui travaillent dans mon équipe. Ma head coach, elle, son objectif, ça va être de gagner le Super Bowl. Et la chef des relations publiques, son objectif, ça va être de remplir les stades à 88%. C'est de ça dont je parlais quand je parlais de décliner en fait ces objectifs-là. Et donc, si on regarde un peu plus près de ce qui se passe chez la head coach, donc son objectif, c'est de gagner le Super Bowl et ses key results, ça va être, 1, pour les passes en attaque, de faire plus de 200 yards, donc c'est une unité de mesure, de distance, pour chaque attaque. Son deuxième key result, ça va être d'avoir la défense au 3e rang dans le classement de la NFL, donc la Ligue de football américaine. Et 3, ça va être, donc ça c'est une mesure de football américain, désolée pour l'exemple pas très local. Mais ici, ça va être donc, des points de retour à 25 yards. Encore une fois, une méthode de mesure de distance en moyenne. Donc encore une fois, ici, l'objectif de la General Manager, c'est de faire de l'argent. Ces key results, c'est de gagner le Super Bowl et de remplir les stades. Je prends ces key results, je les sépare pour le reste de mon équipe. La head coach va donc avoir comme objectif mon key result. Pareil pour la head of PR, la chef des relations publiques. Et ensuite, les key results vont venir permettre de gagner le Super Bowl pour la head coach. Et on va voir maintenant ce qui se passe côté relations publiques. Donc son objectif, c'est de gagner, c'est de remplir les stades à 88%. Et donc, pour faire ça, il faut que les gens viennent au stade. Et donc, par exemple, ça va être d'embaucher 3 joueurs qui sont un peu des étoiles montantes, qui gagnent en popularité. 2, ça va être d'obtenir les moments de diffusion le lundi soir, qui est la soirée où les gens regardent le plus souvent le foot aux États-Unis. Et 3, ça va être de mettre en valeur les joueurs clés de l'équipe. Et donc, ces 3 key results vont venir répondre à l'objectif de remplir les stades. C'est des key results liés aux relations publiques qui répondent à cet objectif-là. Et enfin, là, si on descend encore d'un niveau, on fait exactement la même chose. Les key results de notre chef des relations publiques, ils deviennent les objectifs de son équipe. Donc là, les chasseurs de talent, leur objectif, ça va être d'embaucher 3 joueurs étoiles montantes. Et leur key result, ça va être d'aller visiter les 25 meilleures universités aux États-Unis pour essayer de recruter ces trois joueurs.
Pour l'équipe de com, l'objectif, ça va être d'obtenir les lundis soirs 2 créneaux de diffusion un lundi soir. Et l'objectif, ça va être d'être présent sur la chaîne ESPN pour avoir les diffusions spéciales 5 fois de manière à gagner en visibilité et pouvoir obtenir les créneaux de diffusion du lundi. Et enfin, pour l'agent de pub, l'objectif ici, donc, c'est le key result numéro 3, donc mettre en valeur les joueurs clés. Et son key result, ça va être d'embaucher 10 nouveaux et nouvelles pom-pom girls et boys. Donc voilà, c'était un exemple hors de l'entreprise, mais c'est aussi pour vous montrer que cette logique, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, elle fonctionne toujours. L'idée, c'est toujours d'avoir un objectif clair et quantifiable, de le décliner en key results clairs et quantifiables, et ensuite de décliner ces key results au fur et à mesure dans l'organisation. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Pour chaque outil, on pourra revenir sur des détails ou voir des exemples ensemble par la suite. Donc maintenant, on va regarder cet outil qui s'appelle la matrice RACI. Et une matrice RACI, c'est un outil qui va nous permettre de prendre en compte les risques qui sont liés aux personnes. Donc les bonnes personnes, les rôles et responsabilités qui leur sont assignés. Et donc l'objectif de cette matrice, ça va être de savoir en permanence qui fait quoi à chaque étape du projet. Donc comment ça marche? La matrice RACI, c'est concrètement juste un tableau qui va nous permettre de savoir qui intervient sur quelle tâche et pour faire quoi exactement, tout simplement. En fait, c'est des choses que nous, on fait intuitivement quand on gère un projet, on sait à peu près qui fait quoi. Mais quand il y a un projet qui devient un petit peu complexe ou s'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, c'est hyper utile de mettre ça sur un tableau et de le valider tous ensemble pour que tout le monde soit super au clair sur quel est son rôle à chaque étape et à chaque chantier du projet. Et donc la matrice RACI, ça vient de l'anglais, donc les rôles sont en anglais. Mais on a 4 rôles. Un, c'est responsible, responsable. Ça veut dire que je réalise la tâche. Il y a donc toujours un ou une R dans un projet. A, c'est pour accountable. Et donc accountable en anglais, c'est la personne qui va être responsable, mais plutôt dans le sens de la responsabilité et pas de la réalisation. C'est la personne qui va valider, qui va approuver les différentes actions. En gros, c'est le ou la chef ou de la R. C, donc pour consulted, c'est la personne qui va être consultée pour certains sujets. Donc, quand je suis C, moi, je vais apporter des conseils à A ou à R sur certains sujets parce que j'ai une expertise, parce que j'ai une compétence spécifique sur un sujet. I, c'est pour informed, donc informé. Ça, c'est des personnes qui doivent être informées, même s'ils n'ont pas forcément des rôles directs ou impactants dans le projet. Ces personnes-là doivent être tenues informées sur certains sujets parce que potentiellement, ça aura un impact sur leur périmètre. Et ça permettra de lever un petit peu des alertes, de se rendre compte d'impact ou de dépendance, c'est ce que je disais tout à l'heure, en amont. Et enfin, juste un détail, c'est qu'on peut être 2 rôles à la fois. On peut être notamment A et R assez souvent, si à la fois on réalise la tâche et on en est responsable. Donc les bénéfices clés, encore une fois désolée pour l'anglais, les bénéfices clés de cette matrice, c'est que ça permet de séparer les rôles et les responsabilités très clairement, d'identifier les étapes clés de validation et surtout d'identifier les dépendances entre les différents chantiers du projet, entre les différentes personnes. Et ça va nous permettre tout de suite de voir où sont les goulots d'étranglement. Excuse-moi, Aïda, on a eu une question de Karine qui demandait est-ce que c'est l'équivalent de l'expertise métier? Ça peut tout à fait être ça, ouais. Il peut y avoir une expertise métier. Par exemple, si je construis un outil à destination des responsables RH. Donc, c'est un petit logiciel qui va leur permettre de traiter les fiches de paie plus rapidement, par exemple. Mais moi, je ne suis pas une experte de la paie. Absolument pas. Moi, je suis une experte des logiciels, de la conception de logiciels. Et donc, je vais avoir une experte de la paie dans mon équipe qui sera consultée sur la création du module de traitement de la fiche de paie, par exemple. Donc, ça va être une expertise métier ou une compétence spécifique. Donc, par exemple,
Si à un moment, donc toujours le même outil que je suis en train de développer, je vais peut-être avoir des contraintes juridiques, des contraintes de sécurité informatique. Là, pareil, je vais faire appel à une personne dont la compétence est la sécurité et cette personne va venir me conseiller sur la bonne architecture à mettre en place, par exemple. Quand je dis architecture, je parle d'architecture technique de l'outil. Si, par exemple, je me doute qu'il y a peut-être un problème enfin, une question en tout cas de sécurité et que moi, je n'ai pas l'expertise pour savoir quelle est la meilleure architecture technique à mettre derrière cet outil-là pour y répondre. Et on va voir un exemple tout de suite. Alors, concrètement, imaginons que je suis en train de créer cet outil. Mon projet, il va avoir 6 étapes. Donc, c'est un projet assez standard. On commence par une phase d'expression des besoins. Donc, on va aller voir les RH pour comprendre exactement à quoi devrait ressembler cette application de traitement des fiches de paie. Ensuite, on va passer par la définition du cahier des charges. Une fois qu'on a compris ces besoins, on va écrire concrètement quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on va développer donc dans un cahier des charges. Ensuite, on va les développer. On va ensuite livrer l'application. Pardon. On va livrer l'application. On va former les utilisateurs à son utilisation. Et enfin, on va la mettre en production. Donc, on va vraiment la faire tourner, entre guillemets, en live et s'en aller. Donc concrètement, là, ces 6 étapes sont assez standards. On va regarder qui fait quoi à chacune de ces étapes. Donc 1, la phase d'expression de besoin. Donc ça va être, supposons que c'est moi la chef de projet. Ici, c'est vraiment moi qui vais devoir aller voir les RH et puis prendre le besoin, comprendre à base d'interviews, de tests aussi, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle traite les fiches de paie, etc. Donc là, je suis responsable. Donc c'est moi qui vais réaliser ça. Le marketing qui m'a mandaté pour réaliser cette application va à la fois m'aider à justement récupérer cette expression récupérer ses besoins, faire ces interviews-là et va valider moi les interviews que j'ai faites. L'équipe formation va être informée puisque c'est ces personnes qui vont faire la formation de ces utilisateurs-là vont avoir besoin de savoir aujourd'hui quelle est leur situation, quels sont leurs besoins pour pouvoir adapter la formation par la suite. Et enfin, l'équipe de vente, l'équipe commerciale va être consultée ici pour que nous, on puisse comprendre à partir des besoins, comment est-ce qu'on peut proposer une solution qui réponde à ces besoins-là. Je vais prendre une deuxième ligne. Je ne vais pas tout faire, mais je vais prendre la deuxième ligne, celle du développement. Ici, ça va être moi, la chef de projet, qui va être accountable, donc qui va valider les différents développements. La réalisation des développements va évidemment être par l'équipe de développement. Et l'équipe marketing va être ici informée pour pouvoir en fait lever des alertes si, par exemple, on va créer un outil, on va développer une première version qui ne serait pas, par exemple, en accord avec la charte graphique de notre entreprise ou qui ne serait pas en accord avec le message marketing de l'entreprise. Et enfin, ici, par exemple, sur la ligne 5 avec la formation des utilisateurs, on va avoir juste la formation qui va être responsable et accountable. Donc à la fois responsable de la réalisation, mais aussi responsable de la validation de cette partie-là. Il y a aussi des moments où il n'y a pas de I, il n'y a pas de C, et il y a juste une personne ou une équipe qui va être à la fois R et A. Un deuxième exemple, et cette fois-ci, il est un peu plus costaud. Comme je le disais tout à l'heure, cette matrice est d'autant plus utile quand on a des projets complexes. En fait, ce qui se passe, en gros, quand on a des projets assez simples, assez classiques, avec une équipe, disons, restreinte, c'est que c'est utile, mais c'est vrai que potentiellement, on aurait aussi pu faire sans, éventuellement. Pour des projets avec un peu plus de ressources, c'est impossible de faire sans, clairement. Sinon, c'est voué à la catastrophe à un moment ou à un autre du projet. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on a un projet un peu plus complexe? On a la même structure. Donc, à gauche, en colonne,
on a les différentes phases du projet. Ici, vous voyez que c'est un projet un petit peu plus complexe, ou en tout cas, on l'a un peu plus détaillé par rapport à la phase d'avant, à l'exemple d'avant. Ici, on a notre gros chantier, donc en premier ici, et puis les sous-tâches de ce chantier. Et donc, on rentre un petit peu plus dans le détail. Et ici, sur la ligne, enfin sur le dessus du tableau, on a les différentes personnes qui composent les équipes. Donc, on a 4 équipes ici. On a le leadership, donc les big boss du projet. On a les membres de l'équipe. On a les sous-équipes, entre guillemets, donc les structures qui vont réaliser des périmètres un peu plus petits. Et enfin, on a les ressources externes, donc des personnes qui vont intervenir sur le projet, mais qui ne font pas partie de l'équipe cœur. Et ici, c'est la même logique. C'est juste que comme le projet est un peu plus complexe, on se retrouve avec plus de cases et on a ce sentiment de un peu plus de complexité. Mais concrètement ici, c'est exactement la même logique. Donc par exemple, si ici je dois, là si je prends cet exemple-là, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le chantier plan phase activities, je prends l'exemple create schedule, donc créer le planning. Et ben, on va voir que ici, l'équipe dirigeante, donc le management, tout le monde est informé. Et donc eux et elles n'ont rien à faire. Mais ici, ça va être le ou la project manager qui va être à la fois responsable de la réalisation et aussi de la validation. Donc R et A ici. Et tout le reste est consulté. Donc ici, la personne responsable de la partie tech, la personne responsable de la partie fonctionnelle. Et donc chaque personne enfin chaque personne de l'équipe cœur et des sous-équipes va être consultée. Et ici, si vous regardez, en général, on a un ou une seule R qui va réaliser, mais on a aussi des cas où ça va être plusieurs personnes qui vont être R et A. C'est le cas dans certains projets un peu complexes et ça crée un peu plus de complexité et de doute. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention et il faut aussi essayer de l'éviter de manière générale. Quand on a plusieurs personnes qui sont A, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont valider et plus on a de personnes qui sont responsables de la validation et plus ça risque de coincer. Donc parlons roadmap ou feuille de route. Ici, on va reculer. Là, on a vu un projet assez complexe avec différents chantiers et dans chacun de ces chantiers, il y avait des sous-étapes qui composent ce chantier. La roadmap, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à décomposer un gros projet en chantier et être en mesure de partager les étapes clés. Concrètement, comment ça marche? La roadmap, c'est une version allégée du planning du projet. On ne va pas rentrer dans le détail des activités, mais on va pouvoir décomposer le projet en grands chantiers. On essaye de ne pas dépasser 4. Après, évidemment, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était 6. Et ça restait compréhensible. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment cette vision super macro du planning du projet. Et ça va nous servir un peu d'étoile du Nord. Tout le long du projet, elle va nous permettre de comprendre la structure, de comprendre où on en est en un seul coup d'œil. Et donc, une roadmap, ça comporte 3 éléments indispensables. Le premier, c'est les chantiers. Donc, les chantiers, c'est les gros morceaux du projet, concrètement. Là, j'ai mis des exemples, mais c'est par exemple si vous êtes embauché pour auditer les contenus d'un site web. Est-ce que ces contenus sont cohérents entre eux? Est-ce qu'ils permettent de garder les utilisateurs et utilisatrices du site engagés? Est-ce qu'ils nous permettent d'obtenir des pistes commerciales? Ça, c'est un chantier. C'est toute la phase où moi, je vais aller regarder les contenus du site et les auditer en répondant donc aux questions et aux critères que j'ai mentionnés avant. Le deuxième chantier, ça va être une fois que j'ai fait mon audit des contenus, j'ai remarqué quelle chose allait pas, quelle chose était à mettre plus en valeur. Je vais donc commencer à rédiger mes recommandations. Donc, par exemple, le volume de contenu est insuffisant ou alors la fraîcheur de certains contenus doit être mise à jour, certains contenus doivent être mis à jour, etc., etc. Donc, phase 1, chantier 1 ou phase 1, audit des contenus. Chantier 2, rédaction des recommandations.
Chantier 3, mise en place des recommandations, par exemple. L'idée ici, c'est que donc, mon projet, c'est vraiment la refonte des contenus d'un site. Et ben, mes 3 chantiers vont répondre à l'objectif du projet et ils vont me permettre de découper tout ce projet en 3 gros chantiers qui me permettent d'avoir cette vision super macro à chaque moment où je regarde cette roadmap. Donc ça, c'est le premier élément indispensable, les chantiers et ce découpage-là. Le deuxième, ça va être la durée. La durée de chaque chantier doit être précisée. Même si parfois c'est difficile d'évaluer dans quoi on va mettre les mains, l'idée c'est de pouvoir estimer ça au maximum tout en amont du projet. Donc se dire, ok, quand j'ai fait ce deal avec cette cliente ou ce client, on a regardé le site rapidement, je vois qu'il y a 18 pages, je vois que le site est structuré de telle manière et donc d'expérience, je pense que ça va me prendre 3 semaines de faire l'audit des contenus du site. Et donc, je fais cette même réflexion pour chacun des chantiers. Donc, j'ai mon chantier, j'ai la durée approximative en semaines, par exemple, de ce chantier-là. Et donc, quand j'imbrique chaque chantier et sa durée, ça me donne le début et la fin de mon projet. Et enfin, troisième élément indispensable, ça va être les grands jalons du projet. Évidemment, vous vous doutez qu'à chaque fois qu'on termine un chantier, il y aura un grand jalon. Mais il peut y en avoir des intermédiaires. L'idée ici, c'est par exemple à la fin de la phase d'audit des contenus, et ben moi, je rédige un rapport avec tout ce que j'ai observé. Donc, ce n'est pas encore mes recommandations, mais voilà, je rédige ce rapport-là et je le présente lors d'une réunion de pilotage. À la fin de mon chantier 2, je vais avoir la rédaction je vais présenter mes recommandations. Pareil, pendant un comité de pilotage, on va voir rapidement après ce que c'est. Pendant ce comité de pilotage, je présente mes recommandations. Mais par exemple, je peux aussi avoir des ateliers qui vont venir au milieu d'un chantier. Par exemple, les recommandations que je vais faire, j'ai peut-être besoin de les faire valider ou de les co-construire avec d'autres personnes. Et donc, je vais faire un atelier de travail qui va être super important puisqu'il va orienter mes recommandations. Donc ça va être un grand jalon à poser sur la roadmap. Donc, comme je disais tout à l'heure, le gros bénéfice clé d'une roadmap, c'est qu'en un coup d'œil, vous comprenez la structure du projet, vos clients et vos clientes aussi, votre équipe aussi. C'est un outil qui permet de réunir tout le monde autour d'un même planning sans rentrer dans les détails. Et également, ça nous permet d'identifier les dépendances entre les différents chantiers, de garder aussi les livrables clés en tête, donc mon audit, mon rapport, mes recommandations, etc. À faire attention aussi, un projet parfois, on a des surprises et il ne faut pas avoir peur de changer la roadmap de temps en temps. Donc de prolonger un chantier, d'en raccourcir un autre par exemple. C'est des choses qu'on peut faire. Idéalement, on essaye bien sûr d'être le plus précise possible quand on fait la roadmap la première fois, ou en tout cas de ne pas être trop optimiste, de ne pas être trop pessimiste. Mais il ne faut pas avoir peur de l'adapter quand même. Un petit exemple. Regardons celui-ci. Non, plutôt celui-là. Voilà. Donc ici, c'est un exemple de développement d'une application. Et ici, vous voyez qu'il y a 3 chantiers. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est super important, c'est les différents chantiers et la durée. Donc ici, vous avez toute la partie... je développe une application quelconque. Hein, là, on s'en fiche un peu. J'ai toute la partie où on va développer cette application sur la version web. J'ai le deuxième chantier qui est le développement sur la partie mobile, et notamment sur la partie mobile. Et 3, j'ai tout le marketing qui va être lié au développement de cette application. Et tout ça se fait sur 6 mois, donc 2 trimestres. Et là, vous avez les sous-chantiers. Donc là, l'équipe web va travailler par exemple sur la sécurité, sur la version de la sécurité pendant tout le mois de mars. L'équipe mobile va travailler par exemple sur les améliorations UX pendant le mois de février, sur le support cloud pendant le mois de mars, puis de nouveau sur les améliorations UX en avril. Donc là, on a des durées d'1 mois, mais on a aussi des plus longues. Évidemment, le développement de la version mobile sur Android va être réalisé entre février et mars, etc., etc. Et donc, pareil pour le marketing.
Donc voilà, ça c'est juste une façon simple de montrer comme ça ce qu'on va faire globalement dans les 6 mois. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin de faire ça au jour près. Pour des projets de 2-3 mois, c'est bien de le faire avec une vision à la semaine ou voilà, si c'est 2-3 mois, on peut le faire à la semaine. Si c'est plus, on peut le faire au mois. Aïda, tu as une question. Est-ce que la roadmap, c'est la même chose qu'un diagramme de Gantt? Non, c'est pas tout à fait la même chose. La roadmap, c'est vraiment plus macro. Dans une roadmap, on va écrire globalement ce qu'on fait. Voilà, on va écrire globalement ce qu'on fait. Un diagramme de Gantt, on rentre un peu plus dans le détail. Ce que je vais vous montrer, comme outil, donc qui fait, quelque chose de très similaire au diagramme de Gantt, parce qu'on va pas voir le diagramme de Gantt aujourd'hui. Je vais vous parler des rétro-planning et c'est ça qui va permettre de rentrer vraiment, du coup, dans le détail des tâches et d'identifier les dépendances. Et c'est merveilleux parce que, ça me fait une super transition. Donc là, on va voir le rétro-planning qui est, personnellement mon outil préféré. Si vous deviez retenir un seul truc d'aujourd'hui, c'est ça, c'est faire un rétro-planning. C'est vraiment celui qui, en fait, qui à la fois réunit la question des rôles et responsabilités, celle des dépendances et celle du découpage des tâches. Donc en gros, l'objectif, c'est vraiment de planifier précisément, cette fois-ci, le projet, à la fois en découpant chaque chantier en tâches et en sous-tâches, et à la fois en évaluant leur durée de réalisation. Donc là, en fait, on travaille sur tous les fronts. On sait comment est-ce qu'on va décliner un chantier, quelles sont les tâches qui vont le composer, et ensuite, chacune de ces tâches, on va pouvoir évaluer on va estimer la durée de réalisation. Cette tâche-là, elle va être assignée à une personne et le rétro-planning, il va du début à la fin du projet. Donc, ça nous permet vraiment de garder la main sur le projet sans, encore une fois, sans se griller. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans un rétro-planning? Donc, il contient la liste des tâches, la personne qui est responsable pour chacune des tâches, le statut de la tâche, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est bloqué, et la timeline, donc la durée de réalisation. Concrètement, comment est-ce qu'on le construit? On commence par lister les tâches du projet. Je vous parlais tout à l'heure des chantiers. Donc, par exemple, si on a une grosse roadmap, ben voilà, on prend mon premier chantier, donc l'audit des contenus. Et ce gros chantier, je vais le décliner en tâches. L'audit des contenus, ça va être, par exemple, première partie, je vais mapper, enfin, je vais cartographier déjà la structure du site. J'ai un certain nombre de pages, ces pages sont organisées comme ça, comme ça. Et ça va être la première étape de mon audit. Avant même que je commence à rentrer dans les contenus, etc., je commence par faire ça. Deuxième étape, je vais vérifier la fraîcheur des contenus sur toute cette partie du site. Ça, c'est ma deuxième tâche, etc., etc. En fait, si je continue ce travail-là, je prends mon chantier et puis je le découpe vraiment, j'essaie de rien laisser, entre guillemets, au hasard, et bien je me retrouve avec une liste de tâches. Et je fais ça pour chacun de mes chantiers. Deuxième étape, c'est estimer la durée de chacune de ces tâches. C'est pas un exercice facile, mais plus on gagne en expérience et plus on apprend à faire ça. Le gros piège ici, c'est qu'en général, enfin, l'humain est en général plutôt optimiste. Donc, il faut essayer de juste être un peu consciente de ce biais-là et de rajouter un petit jour quand on sent qu'on qu'on a un peu confiance. Donc, 2, estimer la durée des tâches. On essaie de faire ça en jours. Idéalement, et pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur un projet de 1, 2, 3 mois, on peut faire ça en jours, puisque notre roadmap est en semaine, donc nos tâches, on peut essayer de les découper en jours. Mais concrètement, si c'est un projet très long, on peut essayer de le faire, on peut le faire en semaine. C'est juste un petit peu plus risqué parce que ça va être un peu plus flou. Donc, plus c'est flou et plus il y a de risques voilà, qu'il y ait un petit peu des imprécisions et donc un petit risque de dérapage, entre guillemets. J'exagère un peu, mais voilà. Troisième partie. Donc, une fois que je sais quelles sont les tâches et sous-tâches que je dois accomplir, que je sais à peu près combien de temps elles vont me prendre, maintenant, je vais les ordonner. Au sein de chacun des chantiers, je vais classer chacune des tâches par ordre chronologique pour bien identifier les dépendances. C'est possible qu'il y ait des tâches qui arrivent en même temps, mais il faut juste faire attention à ce que les dépendances soient bien identifiées à ce moment-là. Et donc, si ces deux tâches sont à faire en même temps, par exemple par deux personnes différentes, c'est qu'a priori, elles ne dépendent pas l'une de l'autre.
Donc ça, on en est bien sûr quand on fait ça. Donc, j'ai listé mes tâches et mes sous-tâches. Je sais à peu près combien de temps elles vont prendre. Je sais dans quel ordre je vais les réaliser. Donc, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour construire mon rétro-planning. Donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle un rétro-planning et pas un planning? C'est parce qu'en fait, on commence par la fin du projet. Maintenant qu'on a toutes nos tâches bien ordonnées, en fait, on va venir translater cet ensemble de tâches et de jours de réalisation euh, en les mettant à la fin du projet. Et en général, c'est là qu'on se rend compte que on n'a pas le temps et qu'en fait, il faut qu'on réussisse du coup à caler tout ça avec la date de fin de projet. Et ça a l'air simple comme ça, mais c'est justement en fait toute la puissance de cet outil. C'est parce qu'on ne se laisse pas ce flou de se dire, bah, voilà l'enchaînement de mes tâches et puis normalement ce sera bon le 23 avril. En fait, je fais en sorte que mathématiquement, ça finisse le 23 avril. Et ça nous permet du coup de revoir les tâches qu'on va réaliser, de se dire, ok, là j'ai été un peu pessimiste, là j'ai été un peu optimiste, là du coup en fait je n'aurai pas le temps de faire cette tâche-là, ça aurait été bien, mais là concrètement je ne peux pas la faire, donc je l'enlève. Et c'est des arbitrages comme ça qu'on va faire quand on utilise, quand on construit notre rétro-planning. Aïda, tu as une question. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par la roadmap ou le rétro-planning afin d'être au plus proche des délais à tenir? Alors, très bonne question. Il vaut mieux commencer par la roadmap. Parce que la roadmap, elle va nous permettre d'avoir une vision globale du projet et de déjà nous être au clair sur où est-ce qu'on veut aller de façon un peu, pas imprécise, mais en tout cas de façon générale. C'est un peu comme tout à l'heure avec les OKR. On fixe un objectif et ensuite on le décline en key results, qui sont le niveau un petit peu en dessous. Et là, c'est exactement pareil avec la roadmap et le rétro-planning. On fait d'abord une roadmap, on estime grosso modo le temps de réalisation de chacun des chantiers. Et puis ensuite, on va creuser et zoomer sur chacun des chantiers pour le découper en tâches. On zoome sur les tâches pour les découper en sous-tâches, puis on construit notre rétro-planning. Après, un truc peut-être à éviter, en général, on ne fait jamais ça, mais par exemple, si vous avez vendu un projet à un client ou à une cliente, essayez de faire attention du coup à la roadmap. Si vous proposez une roadmap dans votre document de vente, par exemple, dans votre proposition commerciale, eh ben, il faut aussi se dire, est-ce que ma roadmap, du coup, j'ai été vraiment un peu pessimiste sur les chantiers, sur le nombre de semaines, etc., que j'imagine pour chacun des chantiers. Ça, c'est juste un détail et ça dépend aussi de la manière dont vous gérez ça. Il y a des fois où en fait on n'a pas cette question de client ou de cliente, donc la question ne se pose pas. Mais parfois, si on a cette logique où on réalise des projets pour des clients et des clientes, parfois dans notre proposition commerciale, on doit ou on peut mettre la roadmap. Et donc, il faut faire attention à avoir bien un petit peu débroussaillé le terrain pour éviter de promettre des choses où à la fin, quand on fait le rétro-planning, on se rend compte qu'on était complètement à côté. Donc voilà, à garder en tête. Excuse-moi, Aïda, tu as encore la question se décline. Est-ce qu'il faut du coup construire la roadmap avec le directeur technique ou le chef de projet tech ou au moins le faire valider par ces personnes? Oui, absolument. Une roadmap, si on est plusieurs à travailler sur un projet, c'est vraiment utile de prendre les retours de tout le monde et notamment des personnes qui vont réaliser un certain nombre de ces tâches. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important que toutes les étapes de préparation, on ne les fasse pas en chambre. En tant que chef de projet, il faut vraiment essayer de prendre les retours des gens et notamment des directeurs et directrices techniques. Parce que c'est ces personnes-là qui vont vraiment savoir, en fait, qui vont avoir le nez justement pour détecter certains risques. Par exemple, si je continue mon exemple de l'audit des contenus d'un site web, par exemple, ma directrice technique, elle va ouvrir le site, elle va voir qu'il y a des problèmes de performance sur certaines tâches, elle va voir des choses très différentes de ce que moi je vais voir. Et donc ça va me permettre de prendre en compte ces éléments-là et donc par exemple d'allonger la partie mise en place des recommandations. Puisque moi je fais mon audit, j'ai l'impression que tout va, que mes recommandations elles vont être super faciles à implémenter, mais en fait là la directrice technique elle me dit non, en fait il y a un peu plus de travail derrière en fait. Donc allongeons la partie mise en place des recommandations. Donc c'est super important sur ces phases de préparation, donc le rétro-planning, la roadmap et même les OKR,
d'essayer de faire ça de façon collective. Pas forcément de faire des réunions à 20 pour le faire, mais de vraiment prendre le temps de se poser à 3 ou 4 et de prendre les avis tech, design s'il y en a, et projet et métier. Donc concrètement, bon, les bénéfices, vous les voyez, ils sont merveilleux. Ça nous permet de suivre précisément le projet avec à la fois en fait, le fait que dès qu'il y a une tâche qui dépasse le délai, là on peut se poser 5 minutes et notamment avec la personne qui est responsable et se dire comment on fait, est-ce qu'on peut avancer sur autrement, en fait qu'est-ce qui bloque. Et avant même que la tâche soit en retard, on peut suivre ça et se dire: «OK, c'est dans 3 jours, où est-ce qu'on en est?» et cetera. 3, ça permet les responsabilités claires, vu qu'à chaque tâche est associée une personne responsable. Il n'y a pas de sujet de, en fait, j'attends que telle personne me réponde ou que telle personne avance dessus. Il y a une seule personne qui est responsable, donc c'est une seule personne qui est, en fait, qui est mon point de contact sur cette tâche. Il faut juste faire attention à une chose. L'optimisme, j'en ai parlé, mais l'ennemi numéro 1 d'un projet réussi, c'est le flou. C'est vraiment ce flou artistique où parfois et c'est un biais qu'on a tous et toutes, hein, mais on a parfois, si on manque de clarté sur un sujet ou sur une tâche, on va volontairement aussi essayer d'arrondir les angles et se dire: «Ça, enfin, je vais trouver après», et garder ce flou. Le rétroplanning, les tâches du projet, elles doivent toujours être écrites à l'infinitif. Donc c'est, cartographier le nombre de pages du site. C'est, valider la maquette, de la page, 17 avec, la cliente. Et en fait, si je ne peux pas écrire cette tâche avec un verbe à l'infinitif, c'est qu'il y a un problème. Et c'est 100 du temps, c'est pas un c'est pas une règle, c'est vraiment une règle, stricte. C'est que si j'arrive pas à écrire une tâche avec un verbe à l'infinitif, c'est qu'il y a un problème. On va voir un exemple tout de suite. Alors là, quand on regarde, cet exemple, on a l'impression que, c'est une usine à gaz, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est un Google Sheet, donc un Excel, en ligne. Et donc là, vous voyez qu'en haut, il y a juste voilà, une petite présentation du projet, date de début, date de fin, donc il finit le 30 août 2018. Ici, il y a une légende qui est marquée, donc en gris les délais, en rose le jour J. Désolée, il n'apparaît pas du coup sur, sur l'écran. En rouge les jours de retard et en violet le jour actuel. Vous pouvez le voir, là c'est le numéro 5 sur la colonne H. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la gauche, on a nos tâches et notamment nos 3 gros chantiers. Donc 1, suivi, 2, communication et 3, intervenants. Donc, c'est un projet de collecte de fonds. Et donc là, je rentre dans dans mon chantier suivi. Et dedans, donc, il y a définir la date et le lieu. Qui sont responsables? C'est Hicham, Sergio et Aaron. Cette tâche-là, elle est terminée. Donc, tout va bien. On est effectivement bien dans les délais du rétroplanning. On est le 5 et c'est terminé. C'est super. 2, définir la liste des solutions proposées. Pareil, Hicham, Sergio et Aaron. Là, c'est en cours. Et effectivement, on est bien dans les délais. On est le 5. Tout va bien. Ils ont encore 6 jours pour le faire. Et ensuite, déterminer le budget de la collecte. Là, une seule personne, Aaron, à faire. Ça arrivera un peu plus tard au mois de juin. Si je prends, par exemple, ici dans le chantier 3, celui des intervenants, et par exemple, là, Saber était en charge de contacter les intervenants pour la collecte de fonds. On a un jour de retard. Et ici, vous avez justement, avec le formatage conditionnel qui est disponible sur Excel, vous pouvez directement identifier quand on est en retard. Donc ici, la case est en rouge, on est le 5 et c'était censé être terminé le 4. Donc là, je peux contacter Saber, par exemple, pour lui demander est-ce que justement les intervenants ne t'ont pas répondu? Est-ce que tu n'as pas pu trouver leurs adresses mail ou leurs numéros? Voilà, moi, en tant que chef de projet, je peux venir investiguer un petit peu la raison de ce retard et voir comment est-ce que je peux aider à justement à le corriger pour pouvoir avancer comme prévu. Et ici, pareil, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des dépendances entre les tâches.
Là, par exemple, je ne peux pas trier les intervenants si je n'ai pas fini de les contacter. Donc, effectivement, ma deuxième sous-tâche, elle ne peut pas commencer tant que je n'ai pas fini la première. En revanche, je peux tout à fait réaliser les supports de communication. Donc là, je suis sur le chantier 2, ligne 2, enfin sous-tâche numéro 2, réalisation des supports de communication. Je peux totalement commencer ça sans pour autant avoir défini quels sont mes intervenants. Je fais mes supports, pas besoin de mettre les noms ou les photos, je les ajouterai après. Et là, en fait, en haut, vous avez donc, là, c'est un planning jour par jour, puisque le projet dure 3 mois. Enfin, il commence en juin, il termine le 30 août. Donc ici, on peut tout à fait faire ça avec des jours et suivre le planning au jour le jour. Plus on est précis, plus on va pouvoir garder une main un peu ferme sur le projet. Aïda, est-ce que, donc là, on avait 2 questions. Est-ce que du coup, il faut mettre, ton conseil, c'est de mettre la date de fin une date de fin 15 jours avant la fin du projet? Est-ce que du coup, il faut anticiper? Et la deuxième question, c'est est-ce que les cases donc, rouges que tu as, elles se mettent automatiquement en ligne? Donc, tu as parlé de validation conditionnelle, mais c'est à partir du moment où tu mets le carré rouge que ça met que tu es en retard, c'est ça? Ouais. Alors, la première question, le fait de se mettre 2 semaines de tampons, je ne conseille pas de le faire. Parce que l'idée, c'est de devenir meilleur à l'estimation des tâches. Donc, il y a toujours des choses qui vont... Il y a toujours des risques, il y a toujours des choses qui vont arriver qui n'étaient pas prévues. Mais plus on gagne en expérience et plus on est capable de, enfin, un petit peu de sentir quand est-ce que ça commence à sentir le roussi et quand est-ce qu'il y a des risques de dépassement des délais. Et en fait, si systématiquement on se donne 2 semaines, on va les prendre en fait, ces 2 semaines de tampon. La nature humaine aussi, c'est on tend à chercher, si on sait qu'il nous reste 2 semaines, on va les prendre ces 2 semaines. Il y a une citation non, je crois que ça s'appelle la loi de Parkinson, un peu comme la loi de Murphy, mais c'est le temps de réalisation d'un travail, c'est toujours le temps qu'on nous a donné pour faire ce travail. Donc, par exemple, là, si je devais, si je devais faire un rétro-planning pour mon prochain projet, si on me dit tu as 1 semaine pour le faire, je vais prendre 1 semaine pour le faire. Si on me dit tu as 2 heures pour le faire, ben, je vais le faire en 2 heures. Et dans les 2 cas, j'aurais fait un rétro-planning. Donc, moi, je ne conseille vraiment pas de prendre 2 semaines de tampon. En revanche, c'est bien pour chacune des tâches, si on sent que c'est pas mal, mais qu'on a un doute sur, par exemple, la validation d'une tâche. On sait qu'il y a une personne côté client ou côté cliente qui parfois n'est pas très dispo, mais on se dit, allez, elle va être dispo cette semaine-là. Là, ça vaut le coup de se rajouter 2 jours, par exemple. Donc, pas 2 semaines de tampon à la fin, mais plutôt un jour par-ci, un jour par-là, quand on sent qu'il y a peut-être moyen que cette tâche-là, elle ne se passe pas comme prévu. Et la deuxième question par rapport au formatting conditionnel, ça c'est un sujet Excel, mais on peut le faire manuellement aussi. Donc par exemple, quand on voit que, quand on surveille notre rétro-planning, chose qu'on doit faire tous les jours, le matin, le soir, quand on est chef de projet, on voit que là, il y a un jour de retard sur cette sous-tâche. On peut le faire manuellement, donc mettre la case en rouge et appeler Saber. Ou alors, il y a une fonctionnalité sur Excel qui va nous permettre de savoir, vu qu'aujourd'hui c'est le 5, je sais que si cette tâche-là n'est pas passée en terminé le 5, eh ben, je peux colorier cette case en rouge. Donc là, c'est plutôt un aspect, c'est un truc un peu sympa que Excel permet de faire, mais on peut totalement le faire à la main. C'est pas nécessaire. Merci beaucoup, Aïda. Merci pour la question. Celui-ci, on va y passer très rapidement. Je vais plutôt vous montrer l'exemple. Il est plus parlant. Je vais vous parler donc là, on rentre dans l'exécution et on va parler des points de suivi et de validation. Donc ça, c'est pareil. C'est plutôt aussi quand on travaille avec des clients et des clientes. C'est super utile et en fait, ça nous fait gagner en impact, mais hyper facilement. C'est comment est-ce que je gère ces réunions-là? Comment est-ce que je gère un peu les points d'avancement? Est-ce qu'on s'appelle au téléphone et puis on en discute rapidement? La réponse est non. On va plutôt en fait, préparer un petit document et on va avoir à la fois des suivis
des points de suivi chaque semaine, donc les coproges, les weekly ou les points hebdo, et on fait le point. Et d'un autre côté, on va avoir des copiles, des stirco, donc des comités de pilotage, des steering committee. Et là, c'est plutôt un petit peu avec les big boss, ou en tout cas les personnes un peu responsables au sein du projet, aux grandes échéances, aux grands jalons de nos projets, en fin de chantier par exemple. Et là, en fait, l'idée, ça va juste être d'avoir, pour les coproches par exemple, une seule slide, si vous utilisez PowerPoint par exemple, une seule slide qu'on va réutiliser chaque semaine pour vraiment structurer la discussion pendant ce point d'avancement. L'idée, c'est en fait d'éviter que on oublie des sujets, d'éviter que la réunion dérive et parte un petit peu en discussion philosophique pas très productive, ou que ça se transforme en atelier de travail, où on commence à vraiment réfléchir à fond sur des sujets. L'idée, c'est de vraiment maximiser l'efficacité de cette demi-heure ou de cette heure de réunion pour qu'on en ressorte avec les idées claires, avec des points d'action clairs après. Donc, qu'est-ce qu'il y a toujours dans un coproche ou dans un weekly? On rappelle la roadmap, donc juste on la remontre au début et on dit, voilà, là on est à la semaine 3, voilà où on en est. Il reste 6 semaines au projet, regardons ce qui a été fait. Et bim, là, on parle un petit peu des avancées, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est bloqué potentiellement. Et bien, pour les points bloqués, parlons-en maintenant, puisque on est en coproche, on est en weekly. Et qu'est-ce qu'on va faire plus tard? La deuxième grosse instance, donc ce point de validation, les copies, les stirco, ici, pareil, on fait la même chose, on rappelle la roadmap, où est-ce qu'on en est, on donne un petit peu cette vision globale. 2, on va souvent présenter les livrables intermédiaires. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, c'est la fin du chantier 1. Ben, j'ai un comité de pilotage, un copil, pendant lequel je vais présenter les résultats de mon audit des contenus du site. Une fois que j'ai présenté ça, ben justement, les personnes vont commenter, vont poser des questions, etc. C'est vraiment l'occasion de briller aussi pour vous. C'est là que vous montrez votre travail et que, en fait, vous le mettez en valeur aussi. L'idée, c'est pas de mentir, mais c'est juste votre travail, c'est le résultat de plusieurs semaines de travail. Eh bien, ça vaut la peine d'avoir une réunion pendant laquelle vous présentez ça de façon propre et structurée, pour que vous aussi, en fait, vous ayez l'occasion de briller et de montrer le résultat de votre travail. 3, là, on a aussi cette question de quels sont les risques, quels sont les points bloquants que vous devez mettre en valeur pendant ce copil. L'idée, c'est d'arbitrer sur ces points-là. Ça va aussi nous permettre de surveiller le budget. Aujourd'hui, on est à tel moment de la roadmap. Est-ce qu'on a eu des coûts inhabituels? Est-ce qu'on a eu des dépassements de délai, etc. Et enfin, ça permet de valider les prochaines étapes. Là, j'ai fini mon chantier 1, voici les résultats de mon audit. On se revoit dans 4 semaines avec les recommandations suite à cet audit. Ou un petit peu moins, dans 2 semaines suite aux recommandations. Donc ça permet donc des réunions plus efficaces. Ça permet d'entretenir la relation client aussi, parce que là, c'est un moment où vraiment, en fait, à la fois en coproche, vous avez cette question d'opérationnel, de débloquer des choses, de donner de la visibilité, mais ça permet aussi de prendre les retours de votre client ou de votre cliente. Et ça, c'est hyper utile. Si vous les faites se sentir aussi investis, ça permet de créer une cohésion aussi, où vous ne travaillez pas forcément que pour eux ou pour elles, mais vous travaillez avec eux et elles. Et donc un truc super important, c'est que parfois on se dit: là, il y a pas grand-chose à dire, annulons ce point. Essayez de les garder au maximum parce que même quand il y a pas de nouvelles, il y a pas de gros points bloquants et cetera, ça vaut le coup juste de dire: «Qu'est-ce que vous avez fait la semaine précédente?» Potentiellement votre client ou votre cliente va sortir une information qui vous sera utile. Donc essayez de garder cette routine. Et donc là, ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est un template, donc vraiment que c'est une slide que vous pouvez réutiliser pour tous vos coproches. Donc là, c'est plutôt les comités opérationnels, donc les weekly, les points hebdo avec vos clients et vos clientes, ou avec votre équipe d'ailleurs. Et donc, on va diviser ça en 4 parties. La première, c'est le chantier, donc le nom du chantier. Ici, je suis sortie de mon exemple d'audit des contenus. On va rentrer dans un exemple plutôt de construction d'un chatbot. Et donc, supposons que vous construisez un chatbot pour une société d'assurance. Donc, vous avez 3 chantiers.
Donc, l'algorithme qui va analyser les réponses de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Vous avez le deuxième chantier qui est les conversations. Il faut écrire en fait toutes ces conversations qui vont avoir lieu entre le chatbot et l'utilisatrice. Et 3, l'interface. Parce qu'on a un algorithme qui tourne et qui analyse le texte. On a des conversations qui vont être générées. Et tout ça, ça va passer par une interface. Donc, j'ai mes 3 chantiers. Et à chacun de ces chantiers va correspondre une partie avancement, où est-ce qu'on en est, une partie point d'attention, à quoi est-ce que, qu'est-ce qui peut potentiellement déraper? Est-ce que je sens que le roussi sur un truc? Est-ce que il y a des choses que je veux faire remonter juste par souci de visibilité? Tout ça, ça va aller dans la partie point d'attention. Et enfin, la partie prochaines étapes, ça sert à donner de la visibilité. Donc, avancement, j'ai fait ça. Point d'attention, voilà ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et prochaines étapes, voilà ce qui va se passer. Donc, un exemple, là, sur le chantier algorithme, aujourd'hui, la première version de l'algorithme est prête. Donc, ce n'est pas la version finale hyper sophistiquée, mais là, on a un truc qui est assez satisfaisant. Et on va faire une première session de test le 17. Moi, en tant que chef de projet, je me rends compte que MF n'a pas encore confirmé et n'a pas répondu à l'invitation pour la session de test. Or, on a vraiment besoin qu'elle soit là parce que si on ne teste pas les conversations avec elle, on ne peut pas avancer, on ne peut pas valider ça. Et donc, malgré mes 2 relances par mail à MF pour lui demander est-ce que vous serez bien présente pour la session test, je n'ai pas eu de réponse. Donc là, c'est le moment où je dis ça à ma cliente ou à mon client, par exemple. Ou pareil, si cette réunion est avec MF, et ben en fait, je lui demande, au fait, juste, j'ai pas vu ta confirmation par rapport à cette session test. Est-ce que tu seras bien en mesure d'être là parce que ta présence est indispensable? C'est tout bête, hein, mais écrire ça sur une slide et le montrer, la personne est obligée de vous répondre en fait. Donc, en tant que chef de projet, on a souvent cette casquette de il faut courir après les gens, il faut leur demander de confirmer les choses, il faut faire 10 000 relances. C'est pas grave, c'est la vie, c'est le job. Mais voilà, ça permet de mettre ça sans froisser personne. Et enfin, les prochaines étapes, du coup, c'est que si on a bien cette session de test qui se passe comme prévu, on démarre la version 2 de l'algorithme le 18. Donc ça, c'est un exemple de point d'attention. Là, pour les conversations, supposons que là, on a différents parcours de conversation. Donc, on va avoir une conversation différente si quelqu'un fait une nouvelle demande d'assurance. Donc là, en avancement, on a fini notre parcours nouvelle demande. Et le parcours résiliation, on est encore en train de travailler dessus. Un point d'attention, c'est que l'UX designer qui travaille sur ces conversations-là, il sera en congé du 18 au 26. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Nous, on l'a bien pris en compte. Mais voilà, on prévient aussi tout le monde au cas où les gens n'ont pas eu l'info. Et puis là, peut-être que quelqu'un va dire « Ah mince, tu fais bien de me le dire parce que moi, j'avais besoin de ces retours sur quelque chose pour une réunion le 27. Du coup, je vais prévoir ça avant. Ou alors, je vais décaler cette réunion. » Et pareil, prochaines étapes, on va finir le parcours de résiliation le 22. C'est toujours utile d'avoir des dates aussi dans la partie prochaines étapes. Ça donne de la précision, ça permet d'éviter le flou artistique qui, maintenant je pense que vous l'avez retenu, le flou, c'est là que ça sent pas bon. Si c'est flou, c'est qu'il y a un problème. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas en mesure de bien cadrer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il ne faut pas avoir peur de l'inconfort aussi quand on fait de la gestion de projet. Et enfin, sur le chantier interface, là, écoutez, la maquette est en cours de validation par l'équipe marketing. Et le point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, on a des délais de 2 semaines, donc c'est un gros délai quand même, dans la validation de la maquette. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe marketing n'est pas capable de se mettre d'accord sur la maquette qu'ils veulent. Ça arrive aussi. Et en fait, en général, on a du mal à valider les choses si on n'a pas une personne responsable. Et donc ici, concrètement, de quoi on parle? On parle du fait que là, c'est toute une équipe qui doit valider une maquette. Et donc, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, nous, ce qu'on va faire en tant que chef de projet, c'est qu'on va lever cette alerte. Il y a un délai. Et puis, on va même proposer une proposition de résolution. Elle ne sera peut-être pas prise en compte, mais l'idée, c'est juste de montrer que, il y a un problème. Je ne vais pas juste dire « Ah il y a un problème ». C'est dommage. Donc, on propose aussi quelque chose. Voilà en gros un exemple. Et donc cette slide-là, elle est super simple et pourtant en fait elle nous permet
de traiter tous les risques. Donc, les risques liés au manque de communication, ça nous permet de donner de la visibilité sur certaines deadlines, sur des jalons, et ça nous permet de proposer des choses pour résoudre les risques. Un dernier point, là, je vais juste sauter la partie compte rendu. C'est important, mais comme vous recevrez la présentation, en fait, tout est écrit sur la slide et donc ça vaut pas trop le coup de se pencher dessus. Je vais prendre le temps, en revanche, de rentrer dans les feedbacks. Et là, concrètement, les feedbacks, à quoi ça va nous servir? À la fin du projet, ça va nous servir à identifier à la fois qu'est-ce qui marche pour nous et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est hyper important de prendre à la fois ces deux aspects. On a souvent tendance à se focaliser sur nos axes d'amélioration, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours consciente de nos points forts. Par exemple, moi, je pensais que, je sais pas, avant, je pensais que j'étais plutôt bonne dans tout ce qui était analytique. Et là, en fait, donc, quand j'ai commencé ma carrière, donc en sortant d'école, c'est ce que je pensais. Et là, tout le monde me disait, toutes les personnes avec qui je travaillais me disaient que, en fait, moi, j'étais super bonne en communication, par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont je m'étais jamais rendu compte. Et en fait, en ayant ce feedback positif aussi, j'ai pu apprendre à le mettre en valeur et à l'utiliser plus dans mon travail. Et ensuite, il y a les axes d'amélioration où évidemment, c'est super utile parce que pareil, en fait, on a des œillères, on ne voit pas forcément aussi ce qu'on devrait améliorer chez nous. Donc, comment ça marche concrètement de prendre du feedback? On peut soit, il y a différentes façons selon à qui on demande du feedback. Soit notre équipe et nos partenaires, donc là, on n'a pas d'enjeux commerciaux, soit les feedbacks de nos clients. Donc, pour prendre des feedbacks de son équipe et de ses partenaires, on peut faire ça de façon individuelle. Donc, vraiment, j'appelle cette prestataire, j'appelle cet UX designer. Donc, j'appelle toutes ces personnes-là individuellement et puis on s'appelle 30 minutes et je leur demande un peu, je les préviens avant, je ne les appelle pas. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ou alors, on peut organiser une réunion dédiée. Et donc là, on prend toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet et on fait une rétrospective ou une rétro. On va réunir tout le monde et on va discuter qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Deuxième méthode de feedback plus adaptée du coup aux clients. Là, pareil, on peut les appeler une demi-heure. Ou alors, on peut aussi intégrer les clients à cette réunion. Ça dépend vraiment du contexte. Parfois, dans cette réunion, on a aussi envie de laisser les clients et les clientes en dehors de ça pour pouvoir aussi mettre le doigt sur les problèmes liés aux clients et aux clientes. Parce que parfois, il y en a, c'est la vie. Donc voilà, soit on peut les appeler et leur demander qu'est-ce que tu as apprécié, quels sont les axes d'amélioration, toujours avec précision. Ou alors, on peut aussi leur poser une question qui permet d'avoir le NPS, le Net Promoter Score. Ça, c'est un outil qui est super utile. Et vous leur posez la question sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous me recommanderiez à vos collègues ou à vos amis? Et en gros, si on a une note supérieure à 8, enfin si on a 8, 9 ou 10, c'est bien. Donc ces personnes-là, ce seront des promoteurs. Si on a 6 ou 7, donc ces personnes-là sont neutres. Et en dessous, c'est des détracteurs. Donc c'est des personnes qui ne vont absolument pas faire votre promotion. Et c'est hyper important, on a tendance à négliger cette partie à la fin d'un projet, mais c'est super important parce que c'est vraiment là que vous allez avoir concrètement les pistes sur lesquelles travailler pour le prochain. Là, il faut juste faire super attention à 2 choses. C'est il ne faut pas prendre personnellement les axes d'amélioration. Il faut vraiment laisser son ego de côté et vraiment prendre la critique et travailler dessus pour la prochaine fois. Deuxième point super important, c'est la précision. Je sais que je le répète depuis le début, mais c'est clé parce qu'il y a des fois où on est tellement contente ou tellement content d'avoir un super feedback. On a nos clients qui nous appellent en disant c'était génial, merci beaucoup, franchement super, allez salut. Ça ne nous donne aucune information. On ne sait pas qu'est-ce qui a marché, on ne sait pas du coup qu'est-ce que nous on peut revendre au prochain projet. Par exemple, si ma cliente me dit écoute, moi j'ai vraiment apprécié comment est-ce que le projet était hyper carré. Ou alors moi j'ai vraiment apprécié que tu me donnes de la visibilité. En fait, si vous savez exactement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a fait mouche, vous pouvez utiliser ces mêmes arguments pour vendre d'autres projets après. Pour vous, par exemple, en fait aussi travailler sur pas votre image de marque, mais en tout cas travailler sur votre marketing de vous-même. Là, je parle beaucoup de clients et de clientes parce que on travaille toujours au final pour des clients et des clientes finaux. Mais même en entreprise,
Par exemple, si vous travaillez sur un projet et qu'après vous allez changer d'équipe ou que, vous voulez travailler sur un périmètre un peu différent, bah, vous savez qu'est-ce qui joue en votre faveur et qu'est-ce que vous pouvez utiliser, bah, pour parler de ça. Enfin pour de quoi vous pouvez parler, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour travailler sur les sujets sur lesquels vous voulez travailler. Et donc là, je vais vous montrer juste un petit, enfin, je parlais de rétro ou de rétrospective. C'est hyper simple. Donc là, vous terminez le projet, bah, vous pouvez faire, donc cette petite réunion avec toute l'équipe en mode, post-it. Donc chaque personne remplit un post-it, dans ces 3 catégories. Donc start, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire pour le prochain projet qu'on n'a pas fait et qu'on devrait faire? Stop, ce qu'on devrait arrêter de faire. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais les réunions à 8 heures du matin, par exemple. Il faudra arrêter. Ou continuer. C'est des choses qu'on a bien faites, qui ont vraiment bien marché, où on a le sentiment qu'elles ont vraiment apporté quelque chose dans le projet. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire dans le prochain. Et vous n'avez pas besoin de plus que ça. À la fin du projet, on prend 1 heure, on met toute l'équipe, ou 1 heure et demie d'ailleurs, ça peut prendre un peu plus de temps, 1 heure et demie, on met tout le monde dans la même salle, on remplit ses post-it, puis on met en commun et on discute un petit peu qu'est-ce qu'on peut commencer à faire pour le prochain, ça donne plein d'idées et tout le monde contribue. L'idée, c'est vraiment d'avoir les retours de tout le monde. Et ici, ça là, c'est plutôt pour des projets en cours ou à la fin d'un sprint. On va voir tout de suite de quoi je parle quand je parle de sprint. Pour un projet en cours, on va prendre un moment aussi pendant le projet pour faire le point. Et là, on peut utiliser une structure différente, donc pas start, stop, continue, mais helping, delay et risque. Helping, donc qu'est-ce qui a aidé sur le projet ou qu'est-ce qui aide en ce moment sur le projet. Delay, donc quels sont les ralentissements qu'on a observés. Qu'est-ce qui devait prendre 3 jours et finalement on a pris 15. Et risque, quels sont les risques pour la suite. La partie risque, elle est surtout utile pour les projets en cours. Donc, quand on fait le point après, par exemple, après la fin d'un chantier ou à la fin d'un sprint, on verra ça tout de suite, quels sont les risques pour le prochain projet en se basant sur ce qu'on a observé pour l'instant. En gros, donc, tout ce qu'on vient de voir sur la gestion de projet, les différents outils, les différentes méthodes qu'on a vues, elles sont totalement applicables aux projets digitaux. Donc, il n'y a pas deux façons de gérer des projets. En revanche, quand on a certaines typologies de projets digitaux, on va avoir des méthodes de travail qui vont être un peu différentes ou qui vont venir s'ajouter aux méthodes et aux structures qu'on a présentées avant. Et ça va être le cas notamment de la méthode agile. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fait, de ces méthodes parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus... c'est des choses qui ont besoin de leur propre formation. Donc là, je vais les survoler de manière à ce que vous puissiez comprendre en fait c'est quoi les enjeux, pourquoi est-ce qu'on va utiliser une méthode plutôt qu'une autre, et qu'est-ce qui va être un peu différent pour certains projets. Mais encore une fois, tout ce qu'on a vu avant, c'est totalement applicable et c'est indispensable même à la gestion de projets digitaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de waterfall, de méthode agile? Qu'est-ce qui fait qu'on va traiter un projet digital pas tout à fait de la même manière qu'un projet classique, entre guillemets. Ben, en fait, en gros, on va avoir deux façons de réaliser un projet digital. Ça va être la méthode waterfall, et donc concrètement, c'est ce dont on vient de parler. Waterfall, en anglais, ça veut dire cascade. Donc c'est vraiment, si vous vous rappelez du rétro-planning, il y a un peu cette structure en cascade. Donc, je fais une tâche, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, j'avance et à la fin, j'ai effectivement mon projet livré. Donc, on parle de waterfall juste pour décrire cette idée de séquencement. Donc, ça s'adapte à la plupart des projets classiques et à une grande majorité de projets digitaux. C'est l'ensemble des composantes dont on a parlé avant. Le contexte dans lequel ça s'applique le mieux, c'est les projets où on a de la visibilité sur chaque tâche et sur sa complexité. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, un audit de contenu, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire, on sait la durée que ça prend, on a le site web en question. A priori, ça ira. Et on connaît les attentes des clients et des clientes. La méthodologie, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est séquentiel, on se focalise sur les besoins et on découpe le projet en étapes distinctes.
Donc là, les exemples, j'en parle depuis tout à l'heure, mais bon, voilà, l'audit des contenus, ou par exemple, si on va définir une stratégie de communication digitale, pareil, si on organise une levée de fonds, enfin c'est ça, une levée de fonds caritative, ça va être pareil. Donc la méthode agile, c'est ça va être super utile quand on doit concevoir ou développer un produit. Tout à l'heure, je parlais par exemple d'un produit de développement de traitement des fiches de paye. Là, en fait, je construis un logiciel, je construis vraiment une application. Et donc ici, la méthode agile va m'être utile. Parce que quand je construis une application, j'ai un petit peu plus d'incertitude. Comme j'ai cette partie technique qui est assez conséquente, j'ai besoin d'avoir des moyens de gérer cette incertitude. Si j'utilise une approche waterfall, je risque en fait de me retrouver à un moment face à un mur. Je m'explique. Supposons que votre application de traitement des fiches de paye, en gros, vous devez traiter une grosse base de données. En entrée, vous avez donc la fiche de paie qui va être insérée et derrière, vous avez cette application est connectée aussi au congé des salariés de l'entreprise. Et bien, supposons que en fait, les congés des salariés, dans la base de données, ils soient rentrés n'importe comment. Et en fait, vous imaginiez que dans cette base de données, tout était carré, qu'il y avait bien les congés, les noms, mais en fait, il se trouve que, il y a un problème, sur cette application et du coup, quand vous, l'application que vous avez construite qui traite les fiches de paie et qui synchronise ça avec les congés des salariés, en fait, quand vous vous rendez compte que la qualité des données dans la base de données des congés est affreuse, en fait, ça, c'était une incertitude que vous n'aviez pas pu prévoir et ça, si vous avez une approche waterfall, vous prenez 6 semaines, dans la figure sur votre planning. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place la méthode agile. La méthode agile, concrètement, ça permet de gérer cette incertitude, de gérer ce risque en faisant ce qu'on appelle des itérations. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire prise de besoin, prototype, prise de besoin, cahier des charges, design du prototype, puis mise en place, en fait, on va faire ces mêmes tâches, mais de façon beaucoup plus petite. Donc, au lieu de créer tout le cahier des charges avec toutes les fonctionnalités que je voudrais voir dans mon application de gestion des fiches de paye, je vais faire la plus petite version, entre guillemets, de cette application. Et je vais déjà tester un petit peu certaines données de la base de données des congés. Je vais tester un prototype, mais vraiment qui ne marche pas du tout, juste pour voir un petit peu la réaction des personnes, des responsables RH, quand ils voient l'interface imaginaire de mon produit. Donc, il n'y a rien derrière, hein, je leur présente juste une maquette. Et je peux tester déjà, en fait, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils comprennent cette fonctionnalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient en tête. Et en fait, le fait de faire ces itérations, même si on ne développe pas concrètement, par exemple, là, tout de suite, l'application, ça m'a permis de gérer la partie prise en main des utilisateurs, parce que si mon produit, en fait, ils ne le comprennent pas, ils ne vont pas l'utiliser, ce serait un échec. Et ça me permet de prendre en compte aussi la partie risque technique. Donc là, en testant justement quelques données de la base de données de congés, boum, je me suis rendu compte tout de suite que les données étaient de mauvaise qualité. On utilise souvent, pour expliquer la méthode agile, on utilise la méthode du skateboard. Si par exemple, je dois aller de Paris à Marseille et que je dois construire une voiture ou un engin qui me permettrait d'aller de Paris à Marseille, je peux soit construire les roues, puis le châssis, puis les sièges, puis le volant, puis le moteur, et me rendre compte à la fin que en fait, j'avais pas besoin d'une voiture, j'avais besoin d'un train. Parce que en fait, il y a les routes entre Paris et Marseille. Je dis n'importe quoi, je suis nulle en géographie et je ne suis pas française, mais les routes entre Paris et Marseille sont totalement inadaptées aux voitures. Et je me rends compte que je ne peux pas utiliser ma voiture et je viens de passer 6 mois à construire une voiture alors que, en fait, moi, j'avais besoin d'un avion. Donc, ce que je veux dire, c'est que le risque de la voiture, on aurait pu le mitiger en disant: «OK, bon, je vais aller de Paris à Marseille, je pense que je vais rouler, donc je vais construire un skateboard et je vais voir un petit peu comment est la route».
Et là, je construis mon skateboard, ça m'a pris 2 semaines au lieu de 6 mois, et je me rends compte tout de suite que la route n'est pas adaptée à des roues, en fait, et que j'ai besoin de construire un avion finalement. Donc c'est ça l'esprit derrière la méthode agile. Et c'est ce qu'on appelle les sprints. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, les sprints, en fait, ça va être une durée de développement, enfin une durée de travail. En général, c'est à peu près 2 semaines. Et en gros, pendant ce sprint, on se dit, OK, là, mes 2 semaines, je vais construire le skateboard. Et donc, ça veut dire, je construis les roues, je construis la surface, je vérifie avec mes utilisateurs qu'ils aiment bien les skateboards, qu'ils aiment bien ces formes d'engins, voilà, que c'est quelque chose qui va leur parler. Et donc, en 2 semaines, certes, je n'ai pas construit ma voiture, mais je sais déjà que mes utilisateurs, enfin, après les 2 semaines, je sais qu'en fait, ils n'aiment pas du tout le vert. Donc, mon skateboard ou ma voiture, ou peu importe ce que je construis, ce ne sera pas vert. 2, je sais que les roues, ça ne marchera pas sur la route. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Et voilà. Et donc, en fait, ça m'a permis en 2 semaines de m'adapter à cette incertitude et de valider des hypothèses et d'en infirmer d'autres. Et donc, très rapidement, la méthode waterfall, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, les étapes clés, ça va vraiment être cette partie séquencement. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qu'on va construire? Quel est le cahier des charges? À quoi va ressembler la solution? Ensuite, on va mettre ça en place, déployer et maintenir. Les outils, c'est ceux dont on parlait. Des rétro-planning, des diagrammes de Gantt. Enfin, là, je n'ai pas parlé de diagrammes de Gantt, mais c'est des rétro-planning, des roadmaps, etc. Et les processus et les instances, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Les weekly, les coproges, on a souvent aussi des kick-off de projet. Donc, c'est la première réunion quand on lance vraiment le projet. Si on regarde un peu plus précisément la méthode agile, ici, on va avoir la partie vision du projet. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'aller de Paris à Marseille. On n'essaye pas forcément de construire une voiture, mais on essaye d'aller de Paris à Marseille. Ensuite, là, il y a des choses qui sont très, très spécifiques à la méthode agile dans laquelle je vais pas rentrer, mais on travaille avec des outils qui sont qui sont pas différents et qui sont pas incompatibles avec ceux que j'ai présentés tout à l'heure, mais qui vont venir s'ajouter et qui vont nous permettre de gérer en fait cette logique d'itération, qui vont venir accompagner ce mouvement de 2 semaines, je travaille, je teste, je prends des feedbacks, hop, j'itère. Les 2 semaines suivantes, je travaille sur autre chose et j'enchaîne les sprints comme ça. Donc pour faire ça, pour gérer ces sprints-là, on va gérer ce qu'on appelle le product backlog. Donc c'est toutes les fonctionnalités que je suis en train de tester. Mes roues, le châssis de la voiture, le skateboard, tout ça, ça va venir dans ce backlog. Donc c'est toutes les fonctionnalités que j'essaye de construire. Et on va voir notamment un exemple qui sert en gestion de projet, qui sert aussi à la gestion du backlog. Et donc qui travaille sur ça? Cette fois-ci, si vous travaillez vraiment en pur agile, votre nom change, vous n'êtes pas chef de projet, mais vous êtes product owner. Et en fait, vous avez ce rôle de tampon entre la partie business et l'équipe technique. Et donc, vous, en fait, vous allez vous assurer qu'on a bien compris les besoins. Je parle de besoins business, mais c'est aussi des besoins utilisateurs. C'est vraiment les besoins métiers. Et vous allez traduire ça en tâches un peu plus petites pour pouvoir mettre ça, entre guillemets, mettre ça dans un sprint et travailler sur ça pendant les 2 semaines du sprint. Et à côté de ça, vous travaillez avec une équipe technique, puisque là, encore une fois, la méthodologie agile, elle est réservée exclusivement à la construction de produits techniques. Alors, donc, je vais vous proposer un petit exercice ici à faire rapidement. Ici, on a 5 projets différents. Est-ce que vous pouvez justement vous dire, est-ce que je vais utiliser la méthode waterfall pour celui-ci ou la méthode agile? Donc, j'ai l'audit SEO d'un site web, donc le référencement naturel d'un site web. 2, je vais implémenter un nouveau module Salesforce pour une entreprise. 3, je vais créer une application de prévision des ventes pour un magasin. 4, je vais refondre un site web. Ou 5, je vais créer un tableau de bord avec des KPI. Donc un tableau de suivi pour un client ou pour une cliente. Je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. L'idée, c'est pas du tout...
C'est pas du tout simple comme exercice, ça a l'air très simple parce qu'il tient sur une slide, mais c'est pas du tout simple. Donc, je vous laisse une minute pour... Est-ce qu'elle nous dit que pour l'audit SEO, elle utiliserait Waterfall? Karine, pour la création d'appli, la méthode agile. Ok. Ensuite, pour le premier aussi, Florence, c'est Waterfall pour l'audit SEO. Et pareil pour la création d'un tableau de bord avec des KPIs et les autres en sprints. Ok, pas mal. Alors, on va regarder. Premier truc, c'est que des fois, on peut potentiellement utiliser l'un ou l'autre selon le contexte. Donc, la réponse n'est jamais simple. On a en effet d'autres réponses. Johanna nous dit qu'elle utiliserait Waterfall pour tout parce qu'il n'y a pas trop d'incertitude à part pour l'appli. Claire, c'est l'inverse. Elle dit que tous seraient en agile sauf la dernière. Donc, voilà, il y a différentes réponses. Ouais. Alors, tant mieux, parce que voilà, en fait, c'est pas toujours clair. Mais en gros, quand on hésite sur la méthode à adopter, il faut toujours se poser la question de l'incertitude. Qu'est-ce qui va vraiment être le moins clair? Qu'est-ce que je risque de ne pas savoir évaluer dès le début de mon projet? En général, c'est les problèmes techniques. C'est vraiment la partie, ce qui se passe derrière l'interface. C'est ce qui se passe en back qui va venir me poser problème et qui va créer de l'incertitude. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un audit SEO pour un site web. En fait, mine de rien, c'est un projet qui peut être standardisé. Quand on fait un audit SEO pour un site, on sait qu'on va faire généralement les mêmes étapes et on connaît précisément les attentes de nos clients et de nos clientes. Et donc là, la méthode Waterfall, elle nous sera super utile parce qu'elle est hyper carrée et que finalement, en fait, il n'y a pas tant de risques que ça sur un audit SEO, puisque en fait, nos clients et nos clientes, ils veulent améliorer le SEO de leur site. Pareil pour l'implémentation d'un module Salesforce. J'ai pris cet exemple parce que parfois, on a des projets où on va travailler sur la mise en place de quelque chose. Et donc, en fait, on n'a pas du tout à créer cette partie-là. Je n'ai pas dit création, customisation d'un module Salesforce, j'ai dit implémentation. Et donc là, pareil, on est vraiment dans l'exécution de quelque chose qui a déjà été standardisé. Donc, a priori, forcément, il y a des risques, hein, clairement, il va se passer des choses. Il faut partir de ce principe-là. Encore une fois, pas d'optimisme, s'il vous plaît. Mais ce qui va vraiment, ce qui va pas poser problème, ça va être la partie design, réponse aux besoins utilisateurs, parce que là, on est dans l'implémentation. En revanche, là, j'ai mis un petit piège parce que je n'ai pas été très claire sur de quoi on parle quand on parle de la création d'une application de prévision des ventes en magasin. En fait, pour prévoir des ventes en magasin, il va falloir utiliser de l'intelligence artificielle. Pas forcément des trucs de fou, mais en fait, de la prévision, c'est forcément une forme d'intelligence artificielle. Et là, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, c'est immédiat, on travaille en agile. Parce que l'incertitude est maximale quand on utilise l'intelligence artificielle. Si ça se trouve, on ne va pas être capable de prédire ses ventes. Si ça se trouve, ce ne sera pas possible concrètement. Et donc, ce sera forcément en agile. L'exemple de la refonte d'un site web, ici, ça dépend vraiment du contexte. Si vous avez un site qui est assez simple et sur lequel vous avez déjà eu beaucoup de travail du côté du client ou de la cliente pour définir concrètement eux qu'est-ce qu'ils veulent, la charte graphique, les différentes sections, etc. Si vous avez cette certitude dans les besoins, vous pouvez travailler en waterfall. En revanche, s'il y a vraiment un peu de tout à faire, s'il y a le design, s'il y a la structure à repenser, là, il ne faut pas hésiter à passer en agile parce que ça va nous permettre de tester plusieurs choses et de ne pas aller, de pas laisser le risque ou les incertitudes arriver à la fin. Enfin, l'exemple de création d'un tableau de bord avec des KPI, ici c'est pareil. Ça vaut toujours le coup de travailler en agile parce qu'un tableau de bord, c'est un produit technique. Donc, pourquoi pas? Après, comme c'est une méthodologie assez spécifique, si on ne sait pas, si on ne la connaît pas ou si on débute un peu, il n'y a pas de problème à passer en waterfall, mais du coup, il faut être super carré dès le début, lors de la rédaction du cahier des charges, par exemple. Donc, en résumé,
Des fois, il y a des situations où ça peut être l'une ou l'autre des méthodes et il y a des fois où c'est systématiquement, donc comme quand on crée un produit qui utilise de l'intelligence artificielle ou qu'on travaille sur un produit avec de l'intelligence artificielle, il faut toujours travailler en agile. Là, je vais vous présenter quelques outils utiles, enfin un outil en particulier, et c'est Trello. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un outil gratuit qui permet en fait, de gérer un projet avec des listes. Donc concrètement, comment ça marche? On a un tableau. Là, vous voyez une capture d'écran, mais par la suite, je vous ai décrit un peu quelques exercices à faire. On ne va pas les faire en live, mais c'est des exercices à faire pour prendre en main Trello. Donc vous avez le nom du tableau, vous avez des listes. Donc c'est là ce que vous voyez, c'est première liste, deuxième, troisième, quatrième. Et dans ces listes, c'est là où vous allez placer des cartes. Et les cartes, qu'est-ce que c'est? C'est les tâches ou les idées. Donc ici, c'est hyper utile si vous avez d'un côté un rétro-planning et que vous voulez suivre l'avancement différemment en plus, ou si vous n'avez pas de rétro-planning et que vous avez plutôt une to-do à faire en équipe. Et donc là, pareil, ces cartes que vous allez placer dans les listes, c'est des tâches ou des idées. Et vous pouvez les drag and drop, donc les prendre d'une liste, les lâcher dans l'autre. Et là, à droite, vous avez un menu qui vous permet notamment d'ajouter des membres de votre équipe à ce tableau. Et donc, tout le monde peut créer ses cartes, peut marquer une carte comme validée, et peut, par exemple, uploader des documents sur une carte, uploader des captures d'écran, des choses comme ça, pour donner de la visibilité sur son travail. Et donc, en ayant ça, vous avez vraiment une façon de à la fois gérer le travail au sein de votre équipe de façon collaborative, ou alors vous pouvez aussi organiser votre propre to-do, donc votre propre liste de choses à faire que vous allez organiser et suivre un peu comme vous voulez. Ça peut aussi être votre espace de travail perso où vous faites vos trucs et vous marquez vos tâches à réaliser de votre côté. Et donc là, du coup, vous pouvez le partager si vous voulez, mais voilà, c'est pas forcément un outil de travail d'équipe. Et ça, c'est hyper utile parce que ça permet de réduire drastiquement le flot de mails et les chats. Parce que mine de rien, c'est hyper déconcentrant. Euh, donc là, ça permet d'avoir les choses à faire, les choses en cours, qu'est-ce qui est fait, sur quoi est-ce qu'il y a un problème, parce que vous pouvez commenter aussi sur vos cartes. Et vous pouvez aussi suivre du coup tout l'historique du projet. Il faut juste faire attention à ne pas le laisser mourir. Si c'est un outil qui est utilisé par toute l'équipe, il faut que vous, en tant que chef de projet, par exemple, ou si vous travaillez avec d'autres personnes et que vous travaillez avec un ou une chef de projet, il faut que cette personne-là soit vraiment responsable de l'entretien de ce Trello. Et du coup, là, en gros, je vous ai préparé un exercice que vous pourrez faire chez vous. Trello, c'est gratuit, vous pouvez créer votre compte ça prend 1 seconde parce que c'est juste votre adresse mail. Et je vous invite vraiment à créer votre tableau et à commencer avec votre to-do personnel. Moi, je sais que par exemple, il y a tous mes trucs administratifs, là, il y a la déclaration d'impôt à faire, il y a toutes ces choses d'un point de vue perso qu'on a à faire. Ça permet c'est un super bon exercice pour prendre en main cet outil et en fait commencer à le personnaliser pour ensuite l'utiliser aussi dans son travail. Dernier petit tips, je suis un petit peu en retard sur le planning, mais dernier tips de manière générale pour votre productivité aussi au travail. Quand on gère des projets, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais on a beaucoup de relances à faire. Il y a souvent des gens, parce que bon, tout le monde travaille, tout le monde a la tête aussi dans son quotidien, dans ses tâches. Et c'est pas facile aussi pour tout le monde de répondre aux mails, de répondre aux invitations, de donner de la visibilité sur certaines choses. Et donc ça, malheureusement, c'est pour les chefs de projet. Donc quand on est responsable de ça, il faut en fait, soit c'est nous qui devons nous rappeler que ah mince, il y a machin qui m'a pas répondu, donc je vais la relancer. Ah mais quand est-ce qu'elle m'a répondu? Ah bon, je lui ai écrit hier, je vais pas la relancer aujourd'hui, c'est un peu trop, on n'est pas dans le harcèlement. Bref, donc vous avez une extension si vous utilisez Gmail, je ne sais pas si elle est disponible pour d'autres boîtes mail, mais qui s'appelle Boomerang et en fait qui va vous permettre de faire 2 choses. C'est ça permet de vous mettre un rappel. Quand vous écrivez un mail à quelqu'un, par exemple, c'est un mail de relance, vous pouvez utiliser Boomerang qui vient en fait se rajouter à vos. Donc c'est une extension pour vos mails. Donc vous faites une demande à quelqu'un et vous vous dites si elle ne me répond pas dans 3 jours, je vais la relancer.
au lieu de vous dire 3 jours après: «Ah mince, il faut que je relance machin», vous pouvez paramétrer Boomerang pour que, hop, Boomerang fasse remonter ce mail tout en haut de vos mails dans 3 jours pour vous rappeler de relancer la personne si elle n'a pas répondu. Donc ça, c'est génial parce que ça enlève la charge mentale de, penser à faire les relances et vous pouvez faire ça pour tout. Deuxième chose, ça vous permet aussi de planifier vos mails. Si par exemple, je vous le souhaite pas, mais si par exemple vous à 21h, vous vous rappelez que vous avez oublié d'envoyer un mail, à un certain sujet, vous pouvez aussi, planifier ce mail pour le lendemain à 8h, au lieu d'envoyer des mails à 21h par exemple. Et encore une fois, je conseille pas du tout d'envoyer des mails à 21h, même si c'est pour les faire apparaître à 8h. Mais voilà, des fois ça arrive et en fait, au lieu de se dire: «Bon, bah, j'y penserai demain», vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça c'est fait et le lendemain matin, vous aurez pas à vous en rappeler. 2e type, donc là, cette fois, c'est vraiment juste, ces 2 dernières parties sont plus des conseils et pas forcément des outils ou des extensions, mais il y a un phénomène qui s'appelle, l'analyse paralyse. C'est quand on a une tâche qui nous paraît énorme et en fait, on est devant un mur et on se sent un peu bloqué, et on ne sait pas par quel bout la prendre. Par exemple, typiquement les présentations qu'on fait pour les comités de pilotage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment en fin de chantier quand on présente son travail et cetera. On se dit: «Oh mon Dieu, mais cette présentation, comment je vais la faire? C'est énorme, je vais pas y arriver». Mais en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette présentation et la découper en plein de sous-tâches. Donc ça nous permet de nous rendre compte que c'est totalement faisable, en fait. On peut faire une présentation, même si elle est grosse et même si c'est, c'est quelques heures de travail. Et 2, ça va aussi nous permettre d'estimer le temps de réalisation. Parce que si on se dit, «J'ai une présentation, pour la fin de chantier à faire», on peut se dire que ça va nous prendre, allez 4 heures ou alors ça va nous prendre une semaine. En fait, on n'en a aucune idée parce que c'est trop gros, en fait. Notre cerveau, il est pas fait pour estimer les choses comme ça dans le flou. Et donc, concrètement, bah, si j'ai ma présentation à faire, bon, bah, je commence par quoi? L'agenda. Je vais définir l'agenda d'abord. Je vais juste écrire le sommaire. OK, maintenant que j'ai mon sommaire, je vais écrire le titre de mes slides, comme ça j'aurai une idée à peu près de qu'est-ce que je veux mettre dans chaque partie. Et ben, en fait, bah, là, je vais avoir une partie démo. Donc je vais prendre des captures d'écran, des screenshots de l'interface. Il faut que j'aille les récupérer parce qu'aujourd'hui, j'ai pas ces screenshots-là. Et en fait, quand vous découpez ça, c'est comme on répond à la question: «Comment on mange un éléphant?» C'est une cuillère à la fois. Et là, c'est pareil. Quand des grosses tâches comme ça nous paraissent insurmontables, on la découpe. On la découpe en petites étapes et on se rend compte finalement que c'est totalement faisable. Et enfin, de manière générale, essayez de toujours avoir votre to-do personnel bien organisé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui est en attente? Et qu'est-ce qui est fait? Et d'essayer de la prioriser parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a toutes ces choses à faire et on essaye de tout faire à la fois et donc on n'y arrive pas et on ne fait rien finalement. On commence tout un tas de choses et on n'en finit aucune. Donc essayez d'avoir à la fois vos rétro-planning, vos roadmaps et cetera, mais d'avoir aussi votre to-do personnel, qui est bien priorisé. Pour pas que vous vous grillez, hem et que vous vous retrouviez un peu dans des en surchargé de travail parce que vous avez fait trop de choses à la fois. Et enfin, fermer ses mails, fermer son chat et on met son téléphone en mode avion si vous travaillez sur une tâche spécifique. Par exemple, si vous êtes en train de préparer votre présentation, vous vous dites là pendant 1 heure: «Je ferme mes mails, je ferme mon chat, il ne se passera rien de dingue, pendant 1 heure, le bureau ne va pas prendre feu et donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur ça». On est déjà suffisamment distrait par les bruits dehors, par nos propres pensées, pour en plus se rajouter, les mails, les chats et cetera. Donc essayez de faire ça. Voilà, si vous avez des questions, heu, je serais ravie d'y répondre maintenant. Aujourd'hui ce petit atelier web skilling. Merci aussi d'être resté pour les questions supplémentaires. Moi, je vous invite donc à revoir nos autres événements. J'avais eu une question sur est-ce que l'on fait des formations pour le métier de chef de projet digital ou non. Actuellement, on n'en a pas. On fait des formations de data analyst, de consultant Salesforce ou alors encore des formations qui sont de web développeuses. Donc, il y a la gestion de projet un petit peu dans ces métiers-là, mais pas spécifiquement pour être chef de projet digital. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder notre chatbot adabot.fr qui on recense pas mal de formations
On a 800 formations qu'on a recensées dans toute la France. Donc, faites le petit test. Et il y a aussi la possibilité d'être mentoré par quelqu'un qui fait le poste que l'on désire ou pour lequel on souhaite s'informer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc, merci à toutes.